Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. L'audace est le moteur de tout, cette disposition de l'esprit, cette force en action qui permet de surmonter les obstacles pour améliorer et transformer la société. Dans la conduite et la maîtrise du monde, l'audace n'est pas un programme. Elle nous englobe tous. Elle est une manière d'être, une attitude face à l'action. Cette année, la Cité de la Réussite vous invite à découvrir, partager ou renouer avec l'audace. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue pour cette 19e édition de la Cité de la Réussite. Vous en connaissez tous peut-être les règles du jeu, mais j'aime bien les rappeler en début de chaque séance. Ici, vos questions sont aussi importantes que nos réponses ou les réponses des personnalités qui nous ont rejoints. Donc n'hésitez pas tout à l'heure, quand nous aurons fait un premier tour de table ensemble, à poser vous-même les questions directement. Et puis surtout, ce sera le temps d'écouter les étudiants qui ont préparé ces questions. Voilà, de quoi allons-nous parler ? Eh bien d'un couple assez rigolo, l'homme et la nature. Amoureux, ennemis, destructeurs, on a du mal à définir ce que l'homme est pour la nature. Et cette ambiguïté existe depuis la nuit des temps. L'homme apprivoise la nature pour son bien-être, mais il la bafoue parfois sans considération. Et quand la nature répond à son tour, c'est l'homme qui est parfois bien démuni devant la nature. Entre exploitation sans scrupules et communion fusionnelle, une chose est sûre, l'homme et la nature constituent un couple très audacieux. Je vous demande d'accueillir maintenant nos invités.
Prenez place, merci d'être là. Avec nous ce soir, à ma droite, Hélène Valade, directrice du développement durable de Suez Environnement. En fait, vous présidez, on peut parler un petit peu de votre parcours. Vous présidez aujourd'hui un collège de 100 directeurs de développement durable, c'est ça ? Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, j'ai créé cette association en 2007 et elle regroupe maintenant une centaine de directeurs du développement durable qui travaillent dans des entreprises de taille et de secteurs d'activité assez différents et que je qualifie souvent comme des professionnels matinés de militantisme parce qu'il s'agit d'instaurer dans les entreprises des politiques qui traitent de ce sujet d'ailleurs du rapport de l'entreprise à la nature et je fais référence là notamment à des politiques en matière de biodiversité. C'est pas un sujet facile et on va en parler, mais c'est un sujet qui me tient à cœur et je suis ravie de pouvoir en témoigner devant vous ce soir. Merci beaucoup. À ma gauche, Gilles Boeuf, président du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes l'auteur d'un petit bouquin qu'il faut absolument lire qui s'appelle La biodiversité de l'océan à la cité. C'est chez Fayard, c'est tout petit, c'est vrai que c'est un petit bouquin. C'est limité à 80 000 signes. Je vous donne un micro. Oui, vous êtes limité à 80 000 signes, mais ce qui est bien, c'est que... Pour les leçons, oui, ça résume vraiment votre position par rapport à la biodiversité, l'océan et la cité, ce qui va être vraiment notre sujet aujourd'hui. Avec nous également ce soir, à votre gauche, Jean-François Camilleri. Vous êtes président de Walt Disney Company in France et créateur du label Disney Nature, c'est ça ? On le prononce à l'anglaise ou à la française ? En France, on dit Disney Nature, c'est beaucoup mieux. Un label des studios Disney spécialisé dans les documentaires que sans doute, et peut-être vous avez déjà vu. On peut citer Les Chimpanzés, par exemple. Qu'est-ce qui a eu le plus gros succès chez vous ? Alors aux États-Unis c'est Chimpanzé, en France c'est Félin, Grizzly vient de sortir, et sinon en général La Marche de l'Empereur, qui a eu un succès mondial sur lequel on était déjà associé à l'époque il y a 10 ans. Oui. Alors, vous avez écrit un livre sur le marketing du cinéma, et vous dites d'ailleurs, c'est simplement reconnaître que le 7e art est aussi un produit qui appartient à une économie complexe. Peut-être que vous aurez l'occasion dans ce débat de nous raconter ce que sont les ingrédients d'un documentaire réussi. Et effectivement, Disney Nature est bien placé pour cela. Et puis Pascal Pic, vous êtes paléoanthropologue, un de nos plus brillants écrivains sur les sujets que l'on va traiter ce soir. Et vos nombreux ouvrages décrivent votre envie, votre passion de partager vos connaissances au plus grand nombre, y compris aux enfants d'ailleurs, puisque on peut citer Darwin et l'évolution expliquée aux petits-enfants, qui est sorti au Seuil en 2009. Et vous continuez à écrire pour les enfants aussi, d'ailleurs, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et puis on peut citer L'homme est-il un grand singe politique chez Odile Jacob en 2011. Et votre dernier essai que je recommande vraiment à la lecture, c'est de Darwin à Lévi-Strauss, L'homme et la biodiversité en danger. Et je vais d'ailleurs vous donner la parole tout de suite sur une question qui, au regard de l'histoire, va éclairer nos esprits. Comment a évolué le regard de l'homme sur la nature au fil des siècles, au fil des millénaires et au fil finalement de la naissance de l'humanité ? Oula. Cette question. Alors là, c'est un aspect très culturel, justement, parce que ça va dépendre vraiment des différentes grandes parties du monde et de leur enracinement en termes de culture. Récemment, il y a eu quelques articles qui permettent de reconstituer le peuplement de la Terre, à la fois en regardant les gènes des populations humaines, à la fois en regardant leurs langues, parce que les langues ont des ressemblances, ont des différences, il y a des emprunts, donc il y a des familles de langues, comme il y a des familles génétiques parmi les populations humaines. Et très récemment, il y a des études qui avaient été amorcées par Claude Lévi-Strauss, un petit peu continuées par Philippe Descola, et un monsieur récemment, qui s'appelle monsieur Douy, a reconstitué un arbre de l'évolution de notre façon de comprendre le monde à travers les mythes. Et parmi ces éléments,
il y a donc, en référence à Philippe Descola du Collège de France, alors justement je me permets de citer le livre, parce qu'en plus c'est pas un des miens, donc on y va, Philippe Descola qui s'intitule Par-delà nature et culture. Alors franchement c'est déjà un des grands livres du XXIe siècle, et il fait un petit peu son tour du monde, de ces grandes représentations du monde, de l'homme et de la nature. D'ailleurs Michel Serres, c'est pas pour faire l'érudit, mais c'est pour vous indiquer et prolonger bien sûr ces échanges que nous aurons, a écrit un merveilleux petit livre qui s'intitule Écrivains, savants et philosophes font leur tour du monde. Et qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien, la question que vous posez, celle qui nous est posée aujourd'hui, semble tout à fait pertinente dans le cadre de la culture occidentale, c'est-à-dire celle du bassin méditerranéen, avec les grands monothéismes et les grandes traditions philosophiques que nous avons croisées à travers nos scolarités. Et là, nous sommes dualistes, c'est-à-dire que nous avons un questionnement qui est l'homme et la nature, donc couple audacieux, ou l'animal et l'homme, ou l'inné et l'acquis. Mais si vous posez cette question au Japon, là, ils vont vous regarder avec des grands yeux et vous dire « mais c'est quoi ce truc ?» Parce qu'effectivement, eux, ils n'ont pas une relation au monde, c'est-à-dire au cosmos, c'est-à-dire qu'on appelle les ontologies. L'ontologie, c'est l'être, hein, c'est notre rapport en tant qu'être pensant et existant par rapport à ce qui nous entoure, le cosmos, donc la nature. Et à partir de là, on s'aperçoit, et c'est important, par exemple, le film Chimpanzé. Vous voyez, on parlait tout à l'heure donc de ces merveilleux films de Disney Nature. Je me souviens des critiques qui avaient été faites avec ce film qui est merveilleux, c'était il y a 1 an, et dans Le Monde, pour citer aussi d'autres journaux, hein, mais comment se fait-il qu'on puisse attribuer des intentions comme ça aux animaux, leur donner des pensées, leur donner de l'empathie, etc. De faire de l'anthropomorphisme. On nous accuse d'anthropomorphisme, c'est-à-dire d'attribuer des attitudes humaines à un groupe qu'on appelle les animaux. Or, premièrement, je vous rappelle que chez les philosophes dualistes, l'animal n'a jamais été défini. Ça fait 2 millénaires qui nous bassinent avec l'animal qui n'a jamais été défini. L'animal est en fait quelque chose qui n'est pas l'homme. Donc l'animal n'a jamais été défini pour ce qu'il était. Donc c'est une entité ontologique. Vous voyez, c'est pas du tout lié à la nature. Alors des philosophes français comme Deleuze, etc., avaient repris cela, bien évidemment. Mais la grande tradition est celle-là. Et d'ailleurs, je rappelle que la France est le pays le plus en retard sur cette question-là. Et on vient de découvrir que l'animal n'était pas une chose. C'est quand même formidable. Hein? Ça fait même pas quelques mois. Et nous sommes très en retard en éthologie, etc. Donc ce que je veux dire par là, la question qui m'est posée, en fait, ce n'est pas une évolution graduelle du rapport de l'homme à la nature que l'on peut décrire au fil de l'évolution de la ligne humaine. Il se trouve que depuis 10 000 ans, à peu près 10 000 ans, avec les inventions des agricultures, on voit émerger d'autres rapports à l'environnement, d'autres rapports à la production, d'autres rapports aux diversités. Et effectivement, je me permets de saluer une amie qui est devant moi, qui est artiste et qui travaille avec des Amérindiens. Effectivement, cette question-là chez les Amérindiens est tout autre parce que eux, leur rapport au monde est construit avec la nature et la diversité qui les entoure. Nous, pas du tout. On l'a mis en opposition. Et donc, en fait, très clairement, et pour terminer sur ce petit tour, il y a 4 façons de voir le monde. Vous prenez l'âme et le corps. Donc 2 x 2, 4, c'est facile. Hein. Donc, où vous considérez que notre âme ou notre pensée est différente de celle du corps, ça c'est notre tradition dualiste de l'Occident. À l'inverse, vous pouvez dire à la fois mon âme et mon corps, ou ma pensée et ma matérialité s'identifient à une entité qui est autour de moi, ça s'appelle le totémisme. Ou alors vous êtes analogique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est identique à vous dans le cosmos, si ce n'est une entité. Et l'analogie, c'est par exemple, c'est l'astrologie, c'est la numérologie, c'est les choses comme ça, vous voyez. Et ça marche toujours chez nous. Et puis vous avez l'animisme, et là ça nous amène chez nos amis, par exemple japonais, mais il n'y a pas que, en Extrême-Orient, où là, au contraire, ils considèrent que toutes les espèces qui nous entourent, toutes les formes vivantes, ont les mêmes capacités internes que nous. Par contre, elles diffèrent que par la forme. Et bien ceci a des conséquences énormes, mesdames et messieurs. Parce qu'effectivement, ces rapports un peu moléculaires de notre façon de penser le monde, hein, ces ontologies fondamentales, hein, 2 x 2, 4, eh bien, avons pénétré les grands modes d'interrogation du monde à travers les philosophies, à travers les théologies, les mythologies, et même les sciences. Donc c'est pour montrer qu'on est à des niveaux très profonds de la construction de nos rapports à l'autre, donc à la nature, puisque c'est la question qui est posée. Et en ce qui concerne la France, je terminerai par ce propos. Ceci, aujourd'hui, nous vaut énormément de difficultés
sur le plan international dans les discussions sur le droit des animaux, etc. Parce qu'on n'emploie pas les mêmes termes. Et donc à partir de là, c'est extrêmement compliqué, puisque si on considère que l'animal est une chose, alors évidemment, Descartes nous a rendu un petit service en détachant l'âme du corps, ce qui a permis de livrer le corps au bistouri, à l'anatomie, et ça, évidemment, ça nous a bien aidé. Mais derrière cela, aujourd'hui, on comprend pourquoi quelqu'un comme Darwin passe encore assez mal en France. Parce que Charles Darwin est le premier à nous dire dans la culture occidentale, qu'il s'agisse de notre corps ou qu'il s'agisse de notre pensée, eh ben, tout ça est en fait la même histoire, elle est liée. Voyez, et c'est pour ça que Darwin ne passe pas, parce que Darwin est celui qui va violer en fait le dualisme fondamental qui depuis des millénaires construit la pensée, principalement la pensée donc en Occident. Et les conséquences aujourd'hui sont celles-ci. C'est que la meilleure école d'éthologie, d'études du comportement au monde, eh ben, ce sont les Japonais, et que les Français sont les plus en retard. Donc au risque de vous surprendre, chers amis, nos grands programmes scientifiques sont encore dictés par des ontologies fondamentales qui remontent à 10 000 ans. On a vachement évolué. D'accord ? Bon, c'est comme ça, le tout c'est de le savoir, et ceci a aussi des conséquences économiques, on en parlera certainement. Donc voilà, donc ce rapport, je peux pas dire, oui, il a évolué, tout le monde n'était pas dualiste il y a 100 000 ans, mais on ne sait pas comment ils étaient. On peut penser à Lascaux, on peut penser à la grotte Chauvet, on peut penser à ces êtres anthropomorphes, mais il est très clair qu'après la fin de la dernière glaciation, il y a 12 000 ans, eh bien, dans le bassin méditerranéen, on voit apparaître de plus en plus d'entités divinatoires qui sont de plus en plus anthropomorphes. Alors il y en a qui remontent à 20 000 ans, 25 000 ans, on en a très très peu. Et c'est vrai qu'entre 8 000 ans et 3 000 ans avant Jésus-Christ, eh bien de plus en plus, on voit arriver des déités, des divinités qui sont de plus en plus humaines. Et en gros, vous avez un glissement du panthéon égyptiens, donc ils ont tous un corps de bipède mais avec des têtes d'animaux, et lorsqu'on arrive au panthéon grec, ils sont tous anthropomorphes, et ensuite arrivera le dieu unique, et à partir de là, effectivement, on a une rupture totale de laquelle on n'est pas encore sorti dans cette grande tradition. Mais ça, c'est dans le cas de la culture occidentale. Les autres cultures, notamment par rapport aux singes, n'ont pas du tout le même rapport. En Orient, le singe, Hanuman, en Inde ou ailleurs, est une entité qui est médiatrice des dieux. Nous, le singe est le diable, le singe est, qui commence à... Le singe, pas que le singe, mais à lui tout seul, il représente toute la nature et les animaux qu'on ne voudrait pas être. Merci. Gilles Boeuf, même question. Comment a évolué le regard de l'homme sur la nature au fil des siècles? Vous êtes bien placé pour étudier cela. Bien sûr. Je vais rebondir sur deux points qu'a abordé Pascal. Pour le droit français, en fait, c'est un meuble, l'animal, aujourd'hui. Hein. C'est comme ça qu'il est défini. Donc, il y a du progrès à faire, effectivement. Moi qui ai passé ma vie à travailler dessus, je ne savais pas que j'avais travaillé sur des meubles. Comme je disais à des juristes récemment. En fait, quand on regarde ces relations, en gros, donc, bon, moi c'est mon métier, je préside un des plus grands musées de la planète. Alors aujourd'hui, on connaît un peu plus de 2 millions d'espèces vivantes, on vient de le dépasser. Il n'y a pas que les animaux. Hein. Dans le vivant, il y a les virus, les bactéries, les protozoaires, les champignons, les plantes et les animaux. Hein. Tout ça, c'est le vivant. Un peu plus de 2 millions d'espèces connues. Bon, en gros, à peu près 250 000 dans les océans, et puis le reste sur les continents. Alors, l'humain, en fait, va commencer à essayer de classer cette nature. On est au milieu on est vers 1750 par là, quand Carl von Linné va créer, en fait, la systématique. Et d'ailleurs, il avait un ego monstrueux, Linné, puisqu'il dira à un moment, Dieu a créé, Linné a organisé. C'était quand même pas mal. Hein. Et ça, il dira ça en 1738. Et donc, il commence à gérer ces questions. Et puis, il donne des noms des animaux, un genre, une espèce. Et puis, on va appeler des espèces atrox, férox, horribilis, horridus, goulot, le glouton. Et puis l'humain, il l'appelle Homo sapiens. Déjà, je trouve que ça fait quand même pas mal. Quand je regarde aujourd'hui, effectivement, les relations entre les humains entre eux et entre les humains et les non-humains, en particulier aussi entre les humains et les humaines, je ne sais pas si le terme de sapiens, savant, me viendrait à l'esprit en premier lieu. C'est une vraie question qu'on peut se poser. Deuxième point, Linné, en fait, vous savez que chaque fois qu'on décrit une nouvelle espèce, quelle qu'elle soit, on la dépose dans un musée. Ça se fait toujours comme ça, une bactérie, un champignon, avec ces deux noms. Eh bien, j'ai cherché le type d'Homo sapiens, il n'existe pas. Hein. Il n'y a pas d'Homo sapiens déposé dans un musée, ça pourrait être, je ne sais pas, le soldat inconnu. Il n'y a pas de restes humains dans les musées aussi. Hein. Il n'est pas déposé quelque part. Il est peut-être le corps de Linné dans son cimetière en Suède, déposé à l'époque. Bon. Donc ça vous montre un petit peu les relations. Quand Linné décède, il décède 10 ans avant Buffon, ils ne pouvaient pas se saquer. Hein. Vraiment, ils avaient le même ego tous les deux, donc ils ne pouvaient pas s'entendre. Ils ne se sont jamais croisés physiquement, puisque Linné va venir au muséum, c'était en 1738. Buffon prend sa charge de intendant du roi, jardin du roi et des plantes médicinales en 1742.
et il meurt 10 ans avant Buffon. Bon, on a à peu près à l'époque quelque chose comme 12 000 espèces connues, décrites, des plantes et des animaux. Linné va essaimer un peu partout grâce à ses disciples, qu'il appelait ses apôtres. D'ailleurs, c'était quand même pas mal, effectivement. Tous les apôtres de Linné s'en vont de par le monde, décrivent des plantes, des animaux, des champignons, et puis on part là-dessus. Aujourd'hui, 2 millions d'espèces. On a regardé un petit peu tout ça. Définir l'animal, effectivement, comme dit Pascal, c'est pas très simple. Simplement, pour vous montrer la proximité par rapport à ce monde, moi qui m'intéresse beaucoup à l'histoire des sorties des océans il y a environ 450 millions d'années, il y a des espèces qui sont océaniques depuis le début. Les premiers animaux, ce sont les éponges, telles qu'elles sont connues, puis après il y en a plein d'autres. Et puis cette vie, elle est strictement océanique. La vie apparaît dans l'océan quelque part, il y a environ 3,85 milliards d'années. Au départ, c'est une chose très simple, on est issu d'une chimie antérieure qu'on appelle prébiotique. Et en fait, on confond souvent nature et biodiversité. Ce n'est pas la même chose. Cette nature, elle existe depuis que la Terre se forme, il y a environ 4,6 milliards d'années. Et la biodiversité commence à la minute même où la première cellule vivante, issue de cette chimie, se clone, se divise en 2 filles, copie de la maman. Quand on fait du clonage, on fait 2 copies exactes de la maman. Et à ce moment-là commence la biodiversité. Donc pour la définir très simplement, je dirais, c'est la fraction vivante de la nature, cette biodiversité. Et puis, elle démarre dans l'océan, elle sortira de l'océan. Et c'est intéressant parce que pendant très longtemps, la vie ne sort pas de l'océan pour une raison très simple, c'est que le milieu intérieur de ces êtres vivants dans l'océan, c'est de l'eau de mer. Donc chaque fois qu'on approchait de la côte, on avait bien sûr des apports d'eau douce et une loi physique qui s'appelle l'osmose, c'est pas de la biologie, qui fait que lorsque une membrane biologique sépare 2 milieux et qu'on n'a pas la même salinité, l'eau migre d'un milieu à l'autre. Ce qui fait que chaque fois que les animaux marins approchaient de la côte, l'eau rentrait dans leur tissu, ils repartaient bien sûr en arrière. Et c'est parce que par hasard, au cours de l'évolution, vont apparaître un groupe très proche des crustacés actuels qui va avoir un sang qui n'est plus de l'eau de mer, mais qui ressemble à l'eau saumâtre, qui est le vôtre ce soir ici. Tous ici, on a à peu près exactement 302 milliosmoles de pression osmotique dans notre sang. C'est en gros un peu moins d'un tiers d'eau salée. Et question intéressante, pourquoi vous avez dans votre sang ce soir, tous ensemble, moi aussi, je ne suis pas un extraterrestre, du sodium, du potassium, des chlorures, on a de l'iode. Et bien simplement, cette histoire-là vous montre que notre sang à tous en ce moment reflète la sortie des océans il y a 450 millions d'années, pour nous montrer cette union totale du vivant par rapport au système général. Et la plus grosse stupidité qu'on pourrait imaginer, Pascal l'a dit, ça serait effectivement de maintenir l'homme ici à part et la nature à côté. Donc dans ces relations, il ne faut pas oublier qu'au temps de Linné, même Darwin, il y avait Dieu. Quand Linné dit « Dieu crée, moi j'organise », il part quand même de quelqu'un qui a fait quelque chose avant lui, bien entendu. Donc ça a fortement marqué nos modes de pensée qu'évoquait tout à l'heure Pascal, de tout le monde judéo-chrétien occidental, c'est clair. Alors après, les relations, c'est que vers le milieu 19e, on commence à avoir le siècle de lumière, on se rend compte, les chimistes font une fabuleuse découverte. Ils nous montrent que les atomes et les molécules qui constituent un humain, d'abord un être vivant, ne sont pas différents de ce qui existe ailleurs. Sur cette planète, la principale empreinte, c'est la vie. Et si je prends le monde minéral, on va arriver à peu près à 5000 espèces minérales connues. On est à 4988 à peu près, donc on va arriver à 5000. Les 2 tiers de ces minéraux n'existeraient pas sans la vie. Les calcites, aragonites, vatérites sont des minéraux qui sont totalement dépendants pour leur apparition du vivant. Un cristal de quartz, une pépite d'or n'a rien à voir avec le vivant. Tous les autres bidons, donc il y a une grande intimité entre le monde minéral et le monde vivant, et le monde vivant n'est pas fait de molécules particulières. Et l'humain non plus. Alors ça fait bien sûr un gros truc. Quand on a séquencé le génome humain, et c'était en 2001, moi j'ai vu des gens qui m'ont dit « mais vous déconnez, est-ce que c'est le terme, vous les biologistes, nous n'aurions que 33 000 gènes, comme on l'a dit à l'époque, en fait c'est 24 000 aujourd'hui. Donc c'est pas possible, la mouche en a 12 000, je n'ai que 2 fois plus de gènes que la mouche, c'est pas possible, c'est inconcevable. » Eh bien si. Maintenant, c'est 24 000, une fois qu'on a revu un peu les séquences. Donc, on n'a que 2 fois plus de gènes que la drosophile, qui est toute petite comme ça. C'est comme ça. On est totalement dans ces systèmes. Et on s'est appelé sapiens. On n'est pas fait d'éléments particuliers. Donc, le rapport à la nature, ça a été d'imaginer l'homme totalement séparé. Et cette nature qui nous faisait peur aujourd'hui, enfin, il y a 150 ans ou 200 ans, on avait des récoltes incertaines. Il y avait des combats difficiles pour la survie dans beaucoup de régions de la planète. Aujourd'hui, on est passé de l'état, effectivement, d'agresser, de menacer, au menaçant et à l'agresseur. Et ça a été profondément marqué, l'image de ces relations entre l'humain et cette nature. Nous sommes dedans. Et je terminerai en vous disant simplement que tous ici ce soir, là, pour tuer un peu l'arrogance d'Homo sapiens, eh bien c'est comme ça. Non seulement on n'a que 2 fois plus de gènes que la drosophile,
Mais en plus, on a au moins 10 fois plus de bactéries dans nous et sur nous que de cellules humaines. Donc chaque humain est une ode à la diversité biologique. Nous sommes la diversité biologique. Et quand on l'aura compris, ça changera beaucoup de choses. On n'est pas du tout à part dans le système. Je termine simplement une dernière histoire, c'est sur les maladies émergentes chez l'humain. On connaît 300 maladies nouvelles depuis 1940. Une grande partie de ces maladies nouvelles sont liées aux modifications des bactéries intestinales. Ce qui veut dire que nos modes de vie, nos comportements font qu'on a profondément changé ceci. On a récemment séquencé tout l'ADN d'un intestin de bébé humain à la naissance. On a de la place pour environ 2000 bactéries. On en connaît 480. Donc sur un écosystème aussi proche de nous, alors qu'il est au sein de chacun d'entre nous, on ne connaît même pas le quart des espèces. Alors qu'imaginez pour les fonds océaniques ou pour la forêt tropicale. Merci beaucoup, Gilles Boeuf. Jean-François Camilleri, on a un peu évoqué tout à l'heure le couple homme-nature avec Pascal et le film. Est-ce que chez Disney Nature, on réécrit l'histoire ou est-ce que vous essayez de respecter l'ordre des choses? On a l'impression, parfois, c'est une critique que l'on fait à vos films, que oui, il y a de l'anthropomorphisme là-dedans et que on raconte une histoire qui n'est pas la vraie. Non, on raconte que de vraies histoires. On ne pourrait pas se permettre de faire différemment. On travaille avec des scientifiques. On a travaillé avec Pascal sur Chimpanzé. On a travaillé avec Gilles sur d'autres films. Et on raconte véritablement des histoires qui sont des histoires inventées par la nature de manière aussi précise que possible. Après, pour les besoins du cinéma, la manière dont on travaille fait qu'on ne peut pas suivre à 100% pendant 4 ans tous les animaux, mais le principe même de production d'un film Disney Nature et d'un film sur la nature en général, c'est qu'on écrit un scénario d'abord. Ce scénario, il est écrit à partir de ce que les scientifiques connaissent de l'écosystème dans lequel on va ou de l'espèce que l'on va traiter. On raconte des histoires qui sont connues, qui sont reconnues, qui se passent à l'endroit où on va. Et puis, on va ensuite sur place, en filmant ce qu'on a face à nous, en espérant que ça correspondra au scénario qu'on a. On a quelquefois des bonnes surprises, on a quelquefois des mauvaises surprises. Quand on a fait le film Félin, dès la première semaine de tournage, c'est des films qui généralement durent 2 ou 3 ans de tournage, hein, donc faut penser à 500, 600, parfois 800 jours de tournage. Dès la première semaine, donc au bout d'une dizaine de jours, on est tombé un peu par hasard sur une femelle guépard qui venait juste de donner naissance à 5 bébés. Et c'est une chance extraordinaire, donc on a réussi à la suivre pendant tout le tournage. Entre-temps, elle a perdu 2 bébés et on le dit dans le film, puisqu'on voit même le soir où elle perd les 2 bébés. Donc on la suit du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'émancipation des jeunes. En revanche, dans ce film où on avait prévu dans le scénario d'avoir léopard, lion et guépard et de raconter leur histoire et leur interaction au sein de la savane, on n'a jamais réussi à avoir de léopard, jamais. Quelqu'un a un téléphone qui sonne quelque part, je crois. Voilà. On n'a jamais réussi à avoir de léopard et donc on s'est retrouvé dans une situation, on a raconté une histoire de guépard et de lion et ça s'est d'ailleurs très bien fini. Sur Chimpanzé, on suivait un enfant avec sa mère et sa mère a été kidnappée par le groupe rival, donc on n'avait plus de film. Et ça faisait 1 an et demi qu'on tournait. Le film allait s'arrêter puisque notre histoire était terminée. Il n'y a pas de triche. On ne peut pas tricher. On ne peut pas se permettre de tricher, jamais. Il s'est trouvé qu'il y a eu un phénomène extraordinaire. Un mâle est venu adopter ce bébé. Et même Jane Goodall, avec qui on travaillait sur ce film, et Christophe Beuch, qui est un grand primatologue chez qui nous étions, donc des grands scientifiques, nous ont dit que c'était la première fois qu'ils voyaient ça, et a fortiori sur pellicule. Donc on a raconté cette histoire dans le film, mais à aucun moment on peut se permettre de tricher. Hélène Valade, une question concernant l'actualité et les actualités de certaines entreprises polluantes. Comment gérez-vous cette question de la nature et de l'entreprise? Et blanc. Et blanc. Je me disais que j'avais fait une bêtise en acceptant cette invitation. De la question. Non, pardon. Alors, pour répondre à cette question, je vais faire un tout petit détour, si vous le permettez bien. Vous avez le droit d'un détour. Voilà, merci infiniment.
Je pense, pour reprendre cette analyse un petit peu en évolution, qu'effectivement, les entreprises ont eu un rapport en opposition à la nature. D'ailleurs, ce terme de nature n'est pas celui qu'on utilise dans l'entreprise. La sémantique est très différente. On parle justement de biodiversité ou on parle d'environnement. Bon, enfin, toujours est-il que pendant un certain nombre d'années, l'entreprise ne considérait pas que la nature, que l'environnement était un sujet, tout ça sur fond en plus de croyances que les ressources étaient parfaitement illimitées et que tout allait très bien, qu'il s'agissait donc de s'inscrire dans une logique purement industrielle au sens d'une logique de production. Bon. Et puis, au fur et à mesure, et puis surtout, d'ailleurs, grâce à vous et grâce aussi à un certain nombre d'événements un peu catastrophiques, je pense notamment à des pollutions absolument spectaculaires, est née la conscience chez les industriels que ce modèle économique qui a été le nôtre pendant des années, qui au fond est arrivé à bout de souffle parce qu'il ne prenait pas en compte ses impacts sur la nature et sur l'environnement, parce qu'il n'était pas aussi suffisamment inclusif sur un plan social, et que ce modèle économique-là ne pouvait plus durer. Et d'ailleurs, certaines entreprises qui n'ont pas voulu le comprendre, qui n'existent plus aujourd'hui. Et pour entrer dans un modèle différent, c'est-à-dire un modèle qui prenne en compte la dimension environnementale, qui prenne en compte aussi beaucoup plus cette dimension sociale, ces entreprises ont commencé à faire un certain nombre, non seulement d'efforts, mais pour certaines d'entre elles, de transformation de leur modèle économique, dans le sens d'une prise en compte de l'environnement dans la manière dont elles produisent, dont elles travaillent. Alors en mesurant d'abord ses impacts, hein, et puis on est en train de quitter d'ailleurs cette période où on ne faisait entre guillemets que mesurer les impacts de l'activité sur la nature, sur l'environnement, à une période qui commence à peine maintenant, où on essaye justement de promouvoir, de préserver l'environnement. Je vous donne un exemple très concret de cette évolution, en tout cas chez moi, à Suez Environnement, sur l'eau, pour vous donner la mesure de l'évolution que ça peut entraîner. Une partie de l'activité de Suez Environnement, c'est l'eau, au sens traitement de l'eau potable, acheminement de l'eau potable chez vous, et puis traitement des eaux usées. Donc la manière classique d'aborder ce cœur de métier était une manière liée, axée sur le produit eau potable. Bon. Et puis, au fur et à mesure que, d'ailleurs, les politiques de développement durable se sont développées dans cette entreprise, on s'est rendu compte que l'enjeu, le vrai enjeu, n'était pas celui d'apporter de l'eau, puisque cela, les techniques existent, la potabilisation de l'eau existe, mais l'enjeu était celui de la protection de la ressource en eau, aussi bien d'ailleurs en amont de ce processus de potabilisation de l'eau qu'en aval, c'est-à-dire une station d'épuration qui pollue si elle ne respecte pas les normes, les rivières ou les littoraux. Comment peut-on non seulement faire en sorte qu'elle ne pollue pas, mais en plus comment travailler, examiner l'impact de ces rejets dans les milieux, puisque automatiquement ils bouleversent l'ordre de ces milieux. Voilà. Et donc, à partir de là, à partir de ce type de raisonnement, s'est enclenchée une politique qui a prise en charge, ou en tout cas tenté de le faire, cette dimension ressources en eau, et qui du coup atterrit à la fois sur des services un peu nouveaux de protection de la ressource et d'amélioration de l'environnement. Et grâce au témoignage d'un certain nombre d'entre vous à l'intérieur de nos entreprises, ces sujets-là deviennent des vrais sujets de préoccupation, ce qui passe, d'où de la sensibilisation des films, etc., ce qui passe effectivement par une prise en compte de ce sujet et par la production derrière de politiques. Alors avec des questions que l'on se pose, et d'ailleurs que je vous adresse, parce que la question de la biodiversité, elle peut être traitée effectivement à côté. C'est-à-dire, voilà, on peut sponsoriser tout un tas de choses pour aller protéger un certain nombre d'espèces.
Et puis elle peut se traiter d'une manière beaucoup plus compliquée, c'est un peu la voie qu'on a pris chez nous, c'est-à-dire en considérant que le vrai sujet, c'était le cadre derrière, c'était l'écosystème, c'était les services écosystémiques rendus par la nature et donc les interactions qu'il y a entre plusieurs éléments, en l'occurrence chez nous, entre l'eau, l'environnement et la biodiversité. Et à partir de là, à partir de cette façon de remettre les choses dans ce cadre d'interaction, c'est plus compliqué, mais ça me semble davantage répondre à un enjeu de protection globale. C'est ça qui n'est pas facile à faire comprendre, c'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas axer ces politiques à l'intérieur de l'entreprise uniquement sur de la conservation, sur de la protection, mais également sur un travail beaucoup plus, comment dire, qui s'inscrit dans ce système d'interaction, qui les décortique et qui les traite finalement les unes après les autres. Merci. Éléonore de AgroParisTech avait une question qui reste d'ailleurs dans le schéma que vous venez de décrire. Si on peut apporter un micro juste au premier rang. Bon, ben voilà, c'est aussi simple comme ça. Voilà, présentez-vous. Vous êtes obligé de rester debout. Pardon. Je suis Ariane Barthélémy, je suis présentement étudiante à AgroParisTech et c'était plus une réflexion qu'une vraie question. C'est vrai que quand on pense à la nature, on pense plutôt à des paysages naturels, c'est-à-dire des paysages ruraux, exempts de la présence de l'homme. Mais aujourd'hui, en fait, tous les paysages sont anthropiques. Majoritairement, il reste très très peu de paysages vraiment naturels. Et donc du coup, est-ce qu'il est toujours nécessaire de séparer les entités homme et nature? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt les considérer comme indissociables et comme un tout complet? Alors, je pense que vous êtes tous d'accord avec ça, Pascal? Oui, il y a aujourd'hui beaucoup de changements. Alors, les entreprises, Madame Valade en a parlé. D'abord, je rappelle qu'effectivement, les entreprises, parce que j'interviens beaucoup comme Gilles et d'autres personnes, Madame Valade en a fait un petit peu allusion. Mais ce qu'il faut bien comprendre, se préoccuper de l'environnement ou des biodiversités, ce n'est pas simplement du moralisme. Il faut comprendre que quand c'est intelligemment bien appréhendé, ce sont aussi des sources d'innovation pour l'aménagement, pour les déchets, pour l'économie circulaire. Tout ça, en fait, apporte aussi des éléments de valorisation pour tous les acteurs. La vraie question, en fait, c'est la coévolution. Et pour répondre à votre question, Madame, il se trouve que, voilà, on est très heureux, alors je pense que c'est pareil pour Gilles aussi, on sent bien que les entreprises, mais aussi les collectivités locales, viennent nous poser des questions là-dessus, puisque ça a été évoqué, alors il faut que je me dépêche de lire ce petit livre, De l'océan à la cité, donc voilà. Et donc, les biodiversités sont aussi dans la cité, et on voit bien qu'effectivement, les urbanistes viennent nous voir, nous poser des questions pour remettre de la vie. C'est comme tout à l'heure Homo sapiens, comme l'a dit très bien Gilles, on avait Homo sapiens qui était isolé du reste. Ben, on s'aperçoit que, en fait, même les cités, les entreprises ne peuvent plus s'abstraire de ce qui les entoure, parce que sinon, à quoi leur perte? Le vrai terme, c'est la coévolution, c'est-à-dire comment on évolue avec tous les acteurs qui sont autour de nous, ce qui est valable évidemment au sein des activités typiquement humaines, mais typiquement humaines, on voit bien que ça ne marche pas. Et même on est en train de découvrir aujourd'hui, attendez, accrochez-vous, je viens de découvrir ça, grâce à mes copains généticiens, on avait le concept d'espèce longtemps, on croyait que chaque espèce était bien isolée génétiquement, etc., ben, les personnes qui sont dans cette salle un peu blonde, rousse, à la peau claire, sachez qu'en fait, on a attrapé ça chez Néandertal, sexuellement. C'est plutôt sympa. Donc, les hommes de Néandertal ont évolué sous les climats de l'Europe un peu rude et glaciaire par sélection naturelle, donc au fil des millénaires, en acquérant cette adaptation qui permet de synthétiser la vitamine D. Et nous, on venait d'Afrique, il a suffi de faire l'amour avec eux pour capter ces adaptations. Donc on s'aperçoit que même les espèces avec lesquelles normalement on ne peut pas se reproduire, on ne peut pas avoir d'enfants viables, sont des sources d'adaptation, de solutions pour nous. Donc on est en train de découvrir toute cette transversalité absolument extraordinaire, et l'histoire du microbiote qu'évoquait Gilles est là-dessus. Donc Madame, effectivement, votre question elle est très claire. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en tant qu'espèce et d'individus est inscrit même au sein des cités dans un ensemble de relations absolument extraordinaires. Et fort heureusement, les entreprises, Madame Valade en a parlé, mais même les urbanistes en tiennent compte, et on sait très bien qu'aujourd'hui, une des solutions, ce sont les jardins sur les toits, les ruches sur les... etc. Voilà. Donc je trouve qu'il y a... voilà, cette prise de conscience aujourd'hui, ce n'est plus du moralisme, comme on a pu accuser des gens comme Nicolas Hulot ou d'autres. Ça devient un enjeu d'adaptation, de bien-être et de devenir pour les générations futures. Merci. Gilles Boeuf voulait intervenir également sur cette question. Oui, simplement, je crois qu'il faut bien se sortir de la tête que la biodiversité, ce n'est pas du tout un catalogue, encore moins un inventaire, c'est pas ça.
c'est l'ensemble de toutes les relations que les êtres vivants ont établies entre eux et avec leur environnement. C'est très important de garder ça en tête. Hein. Et puis l'eau qu'on évoquait tout à l'heure, Madame Valade parlait de l'eau. Bon, moi je dis souvent, un bébé humain à la naissance, qu'il soit garçon ou fille, c'est 3/4 d'eau. 3/4 d'eau. Après, les femmes ont un peu moins d'eau que les garçons. C'est comme ça, les garçons ont un peu plus d'eau, je sais pas. Il y a plus de lipides chez les femmes, je sais pas. Ça doit faire des rondeurs dont les mâles raffolent, je sais pas. Mais en tout cas, c'est comme ça. Et plus on vieillit, et plus on perd de l'eau. Donc une femme âgée qui meurt à 95 ans, elle finit à 58% d'eau, un garçon à 63%. Donc l'eau et la biodiversité sont liées. Il n'y a aucune cellule vivante qui ne soit pas faite d'eau. Notre cerveau, en ce moment, avec lequel on communique, 80% d'eau. Donc c'est absolument indissociable de ce vivant. Et la première réaction qui a lancé tout ça, c'était dans l'océan ancestral. Ça ne peut pas se faire sans eau. Dans de l'eau, en récupérant ce qui était gratuit, la lumière du soleil, ce fameux CO2 qui nous empoisonne tant l'existence aujourd'hui, en échange, vous produisez de l'oxygène qui permettra un jour à la vie de sortir de l'océan, et des sucres. Tout est parti de là, en fait. Donc vous voyez cette union totale entre ce que nous, on croit à part étant l'humain, ou cette nature biologique, et le reste de la nature sont absolument indissociables. C'est très important d'y penser en permanence. Tout à l'heure, je disais en fait que on est fait comme ça, que ça nous plaise ou pas, c'est fait comme ça. Et ça, il faut le garder en permanence. Parce que quels sont les deux ennemis aujourd'hui que l'on a en permanence? C'est l'arrogance. Je dirais, elle est beaucoup plus masculine que féminine en plus, souvent. Et c'est la cupidité. Et ça, on revient à ce que j'évoque souvent avec Pascal. Allez voir ce film Le Loup de Wall Street. Vous verrez les relations entre l'humain et le reste de la nature. D'abord, les femmes n'existent pas. On saute dessus, c'est tout, on ne demande pas leur avis. Ça, c'est Le Loup de Wall Street. Bon, ça commence bien. Ensuite, les types. Bon, ils font beaucoup de testostérone dans ce film, et puis, quels que sont les moyens pour obtenir un haut niveau de testostérone, et puis ensuite, ils veulent gagner un maximum d'argent en un minimum de temps, en vendant à des gens qui n'ont pas d'argent, des choses qui n'existent pas. Ça, c'est totalement incroyable dans le système qu'on évoque ici. La nature qu'on évoque, dans laquelle on est profondément imbriqué, elle est géniale, parce que tout à l'heure, Pascal parlait effectivement d'un tas de molécules qu'on va aller chercher. Moi qui suis un marin, on est rendu à 25 000 molécules d'intérêt pharmacologique sorties de l'océan. Les modèles pour la recherche fondamentale. La molécule clé du cancer, comme c'est pas une mince chose, hein, qui vaut le prix Nobel à Timothy Hunt en 2001. En fait, c'est un couple, ce sont deux molécules, une kinase et une cycline. Il la trouve grâce à l'étoile de mer. Ça se bouffe même pas une étoile de mer. Donc, les types m'auraient dit avant, mais on me dit souvent, mais Gilles, allez, laissons disparaître ce qui ne sert à rien, gardons ce qui sert à quelque chose. Mais dire entre, on est incapable de faire un truc comme ça. On ne sait pas. Récemment, il y a un merveilleux exemple, c'est le rat taupe nu. C'est affreusement laid, je vous en montrerai. Il n'avait aucune chance, ce truc, dans les classements a priori de trucs utiles ou beaux. Eh bien, le rat taupe nu, qui ne demande rien à personne, ne développe jamais de cancer. On essaie de comprendre chez le rat taupe nu au Kenya aujourd'hui, pourquoi il ne fait jamais de tumeur. Tout est là, tout est très subtil. Et justement, c'est pour ça que je me bats, moi, contre les espèces dites emblématiques. On me dit qu'il y a des espèces remarquables. Non. La nature, elle n'a pas fait des espèces pour embêter les humains, des espèces pour les séduire. Elle a fait des espèces. Alors, digne d'être remarqué, je veux bien, en espèces remarquées. Et tout le vrac qui va autour, c'est le vrac qu'il faut sauver. Y compris les bactéries de nos cheveux, là. On serait beaucoup moins jolis si on n'en avait pas. Hein. Donc ça, c'est très important de voir ça en permanence. Et arrêtons l'utilitarisme. Je terminerai là-dessus en disant que l'humain adore faire des choses qui servent absolument à rien. Pensez-y un peu, hein. Les types qui vont grimper un col en vélo, bon, à 5 km du sommet, je ferais mieux de faire du ping-pong que du vélo, mais moi j'aime bien faire ça, c'est tout. Eh bien on fait. Et c'est là que cet utilitarisme aussi ramené à ces questions, effectivement, de cupidité et d'arrogance, amène aux questions qu'on évoque ici. Je termine simplement sur un fait. On ne peut plus baser une économie et gagner de l'argent sur la destruction des écosystèmes ou leur surexploitation. Ce n'est pas possible. Il faut passer et virer totalement autre chose. La nature, quand on s'en inspire, elle est merveilleusement capable. Sa seule énergie, c'est le soleil, elle n'en a pas d'autre. Et tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, elle les a résolus au cours de l'évolution, au cours du temps. Ce qu'on appelle le biomimétisme ou la bioinspiration. Allez voir ce qu'on peut y trouver. C'est absolument génial. Une libellule, ça a 240 millions d'années, une libellule. Elle peut tourner la tête à 360 degrés, elle voit 300 images par seconde, monsieur le cinéaste, c'est quand même pas mal. Elle a des capteurs partout, elle vole à 90 km/h avec 4 watts, elle a 9 techniques de vol, elle encaisse 20 G. Le pilote, voilà, une libellule. Donc allons les regarder. C'est passionnant. Madame Valade, vous voulez ajouter quelque chose?
Je voulais ajouter quelque chose à la réponse apportée à Mademoiselle sur cet équilibre entre la nature et l'homme. Je crois qu'il trouve une très jolie traduction en ce moment dans les aspirations vis-à-vis de la ville, et notamment de la ville durable. Et avec tous les nouveaux aménagements et les nouveaux urbanismes que ça peut enclencher, il y a à l'évidence une aspiration très forte au sein des populations pour réussir à faire un syncrétisme entre urbanisme et nature. Et là aussi, ça traduit de manière assez audacieuse un certain nombre de nouvelles façons de prendre les choses. On recrée par exemple des rivières dans la ville, on réintroduit l'eau dans la ville alors qu'on l'avait chassée à la fin du 19e, au début du 20e, justement parce qu'elle était porteuse d'un certain nombre de maladies. Là, on cherche au contraire à la réintroduire parce qu'elle est un support de la nature et de la biodiversité. Donc ça se traduit par la réintroduction, par exemple, de plants humides à l'intérieur de la ville. Et ça va plus que cela, enfin, ça va plus loin que cela, notamment dans les pays du Nord, puisque ça remet en cause tout le système de gestion de l'eau ou d'assainissement à l'intérieur de la ville. C'est-à-dire on souhaite introduire, par exemple, de la filtration naturelle. Donc on voit apparaître des noues, on voit apparaître aussi des nouveaux matériaux beaucoup plus poreux et qui peuvent jouer ce rôle de filtration naturelle. Donc on a là, effectivement, un certain nombre de conséquences qui vont, à mon sens, avoir des impacts sur nos paysages dans le sens d'un plus grand syncrétisme entre urbanisme et nature. Et je pense que c'est assez puissant parce que ça correspond très profondément aux souhaits, il me semble, des populations et au fond à la manière dont on perçoit ce que doit être la qualité de vie. La qualité de vie, elle repose sur cette présence de la nature et elle est composée par la nature. Merci. Une question pour Jean-François Camilleri. Est-ce qu'un film sur des animaux, comme le Grizzly qui est sorti il y a 2 jours, est-ce que ce type de film rencontre, par exemple, une nature complètement dérangée, complètement transformée? Est-ce que vous avez aujourd'hui plus qu'avant du mal à filmer les animaux dans leur milieu originel? Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez, l'obstacle d'une nature totalement changée, totalement réduite? Je pense à l'ours blanc dans les zones arctiques, par exemple. Alors, je vais vous donner un exemple très actuel, qui est un film qu'on est en train de terminer de faire, de tourner, qui s'appelle Royaume des singes, qu'on sortira l'année prochaine. C'est un film qu'on tourne au Sri Lanka. Et en fait, la particularité de ce film, c'est qu'on suit une bande de macaques atok, qui sont des animaux extraordinaires, que Pascal et Gilles connaissent bien, j'imagine, qui sont les singes étudiés depuis le plus longtemps au monde par un scientifique qui s'appelle Wolfgang Dittus, qui est au centre du Sri Lanka. Et leur particularité, c'est qu'ils ont une vie sociale, une organisation sociale au sein de leur groupe, qui font à peu près 40 ou 50 individus, qui est unique au monde. Je dis unique au monde, c'est peut-être pas vrai, mais en tout cas, c'est ce qu'on dira quand on sortira le film. Et la particularité de ces singes, c'est qu'on les a déjà filmés, alors pas nous, Disney Nature, mais les gens avec lesquels on travaille, il y a 15 ans. Et il y a 15 ans, ils vivaient donc, au centre du Sri Lanka, dans un endroit où ils avaient beaucoup d'espace pour s'exprimer. Et aujourd'hui, il y a tellement de villages, il y a une telle pression démographique, tellement de villages qui ont été construits autour de la forêt dans laquelle ils vivaient, qu'ils ont aujourd'hui développé des techniques pour aller chercher de la nourriture dans les villages lorsqu'ils sont en manque de nourriture, et pour les individus qui sont en bas de l'échelle sociale et qui ont un accès à la nourriture beaucoup plus compliqué, ils ont développé cette intelligence d'aller le soir dormir sur la tour de télécommunication du village à côté, comme ça ils n'ont aucun prédateur qui peut venir les embêter pendant leur sommeil, et surtout ça leur permet le jeudi matin d'être à l'heure pour le début du marché. Donc le marché commence à 6h. Là, ils prennent tout ce qu'ils peuvent prendre et ils repartent dans la forêt. Et c'est grâce à cette évolution extraordinaire, mais donc au changement, pour répondre à votre question, Eric, au changement de l'écosystème dans lequel ils sont, qu'ils développent des capacités nouvelles.
Petit mot sur ces singes, peut-être que vous les connaissez bien. Ben oui, mais c'est merveilleux ce qui est fait là, parce que, regardez, pendant longtemps, lorsque les scientifiques allaient sur le terrain, évidemment, les scientifiques, alors pas trop moi, mais des gens comme Gilles qui ont beaucoup de responsabilités, c'est pas facile de rester des mois et des mois sur le terrain. Donc ils arrivaient sur le terrain, ils faisaient un merveilleux travail, il y a des méthodes. Donc on regardait dans un groupe de singes, chimpanzés ou babouins ou macaques, on disait bien un tel est un tel, celui-là est dominant, celui-là est dominé, et puis les gens repartaient. Mais du coup, on n'avait jamais le fil des histoires individuelles. Donc du coup, on se disait, bah, c'est de l'instinct, puisqu'évidemment, on les avait tels quels, mais on ne savait pas s'ils étaient comme ça de naissance ou s'il y avait eu un changement au cours de leur histoire individuelle, et ainsi que dans le cadre de l'histoire de leur société. Et c'est pour ça que le film Chimpanzé est extraordinaire, celui de l'année dernière, parce que c'est le deuxième grand groupe de chimpanzés que l'on suit depuis plusieurs décennies. Il y a celui de Jane Goodall, donc à Gombe Stream, et celui donc de la forêt de Taï, donc avec notre ami Christophe Busch. Et là, ça devient extraordinaire, mesdames et messieurs, parce que c'est comme un film. Si dans un film tous les personnages sont identiques, ça va être assez ennuyeux rapidement. Enfin, on sait faire quand même, hein, à la télévision, mais ça va être ennuyeux quand même. Donc, ça s'appelle le loft. Donc, mais, bon, sérieusement. Mais par contre, si vous suivez au fil de plusieurs générations, on a des histoires, comme des histoires au sens des sociétés humaines. Donc, on a des généalogies, des alliances, des amours, des trahisons, de la politique, oui, de la politique, etc. Et donc, là, d'un seul coup, on s'aperçoit que ce n'est pas, contrairement aux reproches que l'on peut faire sur l'anthropomorphisme, mais comme Éric Jouan l'a évoqué plusieurs fois, c'est l'anathème que l'on nous lance à nous, les naturalistes ou ceux qui s'occupent du comportement. Mais attendez, nous autres, les scientifiques, nous sommes des gars très simples. Nous sommes des gars simples. Quand on a deux espèces qui présentent plus de caractères entre elles qu'entre les autres, ça veut dire que ça vient de leur ancêtre commun, comme un frère et une sœur. Ça s'appelle le principe de parcimonie. Donc on ne va pas aller chercher d'autres trucs. On est comme ça, nous sommes des gens basiques. Et pour les capacités cognitives, ça ne serait pas pareil? Comment se fait-il que pour toutes les bactéries, comme tout ce qu'a décrit Gilles, notre morphologie, etc., notre matérialité, on l'accepte, et puis d'un seul coup, paf, on arrive sur nos capacités mentales et sociales, ah ben non, il y a autre chose. Voilà, ça vient d'où? Ça ne vous intéresse pas. C'est l'anthropomorphisme, mais vous avez une réponse? Non, mais c'est l'anthropomorphisme. C'est quand même un peu court, d'accord? Donc derrière cela, ces films montrent bien, lorsqu'on suit, comme au cinéma, donc c'est du vraie histoire, l'évolution, au sens du terme, des relations sociales, des adaptations, comment les dominés, qui ont plus du mal à trouver la nourriture, deviennent souvent, alors ça je dis aux entreprises, hein, laissez faire les dominés, ils sont obligés de trouver des choses pour survivre. Hein. Les dominants ne pouvaient rien faire avec eux, ils tiennent à leur poste. Ah bah ouais. Les dominants n'ont pas intérêt à ce que ça change. Hein, ils ont tout fait pour être là. Donc voilà. Et donc c'est intéressant parce que c'est là qu'on voit et ça c'est intéressant pour la gestion, pour ce qu'on appelle les ressources humaines. Ça j'adore ce truc. Quand je déboule avec mes singes, il faut une drôle de tête les DRH. Mais non, mais voilà, tout ça, ça nous apporte des tas de choses. Ça montre bien que les systèmes ne sont pas figés. Moi, je suis effaré lorsque des fois j'arrive dans des entreprises et il y a des gens qui arrivent disant « Ou alors, un tel, il a le profil du dominant, une telle, elle est là, etc. » Je dis « Mais c'est quoi ces conneries, quoi ?» Je dis « Et que si vous connaissez l'histoire de ces gens, je dis même c'est mes singes, on a dépassé cette méthodologie. » Donc, oui, donc du coup, non mais attendez, c'est pas mince parce que ça a des conséquences énormes en termes de compréhension, de bien-être, etc. Et donc, les films que font les Walt Disney, alors je me permets personnellement, effectivement, et je crois que Jean-François le sait, on parle beaucoup des grands singes aujourd'hui en France, et c'était il y a presque 20 ans maintenant pour moi, c'était en décembre 1998. J'étais parti avec des caméras donc au zoo d'Arnhem, où là on avait décrit la politique chez les chimpanzés. Et c'est là que les médias nous servent, c'est là qu'une bonne télévision, de bonnes maisons de production, en investissant sur des moyens de voir différemment, parce que les chercheurs ont des contraintes que n'ont pas, même s'ils en ont beaucoup, les réalisateurs, on est bien d'accord. Et moi, j'ai arrivé, j'ai suivi ces singes, mais non pas en les scannant comme ça à chaque moment donné, comme le font les scientifiques, parce qu'il faut produire des données, donc on a des méthodologies que nous devons respecter. Mais en l'occurrence, moi, je n'avais pas cette contrainte, donc j'étais un petit peu comme un cinéaste, et j'avais la liberté de suivre des individus et des histoires. Et là, je suis tombé sur un coup d'état politique. Je peux vous dire, ils n'avaient pas le script. Et ils l'ont fait. Et ça a été un film qui a
modestement, en tout cas, non pas modestement, qui a beaucoup bousculé les choses. Et voilà, donc découvrir tout cela, et je suis très heureux de cette table ronde, ce n'est pas que les scientifiques. On a besoin des cinéastes, on a besoin des acteurs économiques, et c'est ça qui fait que notre monde va mieux comprendre quelle est la richesse de ces relations qu'on a avec ces espèces, et combien on a à apprendre, évidemment, de ces espèces. Non pas, on ne va pas être macaque, on ne va pas être chimpanzé, non, mais tout de même, l'homme est-il un grand sage politique? Je peux vous dire que 6 mois plus tôt, je savais qu'il allait être élu. Eh oui, Gilles, un petit commentaire là-dessus aussi. Une petite histoire montrait les relations entre l'humain et les chimpanzés. Des collègues qui étaient anthropologues à Bâle, ils avaient inventé un truc de fou, c'est un truc qui germe dans un cerveau d'Homo sapiens mâle, trouver le QI d'un chimpanzé. Alors, on mettait une chaise dans une pièce, la table dans un autre coin, et un régime de bananes accrochées au plafond. Et selon le temps que mettait la femelle chimpanzé, qui arrivait en l'occurrence nouvelle, à prendre la chaise, la mettre sur la table, attraper les bananes, il déterminait son QI, vous voyez. Bon. Et puis ça a été génial parce que donc, ils mettent cette chemise dans la pièce en question et ils regardent partout la serrure et ils voient rien. Le régime de bananes immuable, la chaise ici immuable, la table ici. On dit à son copain, écoute, je sais pas, mais vraiment, elle est vraiment con celle-là. Il regarde et qu'est-ce qu'il voit? Le chimpanzé qu'il regardait par trou de la serrure à travers. Voilà. Tant qu'on marchera comme ça pour faire des manips avec des animaux comme ça, on aura ce genre de résultat. Ça aussi, c'est bien pour rabaisser un petit peu et puis nous ramener à beaucoup plus d'humilité que ce qu'on a. Et quant aux images, juste un petit mot, celle bien sûr de Jean-François, mais vous avez vu le film de Jacques Perrin, Océan. C'est tellement beau qu'on en pleure. Et c'est vrai que ces images sont extrêmement précieuses. Il y en a eu plein d'autres, sont extrêmement précieuses pour nous aujourd'hui, pour qu'on puisse travailler. Et je me rappelle un papier très sérieux dans The Lancet. The Lancet, ce n'est pas une revue écolo, c'est un des meilleurs journaux de médecine au monde, en 2009, paru en Angleterre. Ils ont regardé les modes de vie de 40 000 Anglais. Et selon qu'ils avaient ou non accès à un parc au sein d'une grande ville, comment ils terminaient leur vie. C'est magique. On s'en doutait, mais il fallait le démontrer scientifiquement. Votre fin de vie est modifiée si vous avez au sein d'une grande ville accès régulier à un parc pour vous promener de temps en temps. Tout seul, avec votre copine, avec un chien, avec ce que vous voulez, vous allez dans ce parc. Il n'y a pas les mêmes problèmes de pathologie, il n'y a pas les mêmes maladies, ce n'est pas la même chose. Et surtout, et ça intéresse un homme politique, ça gomme les inégalités sociales. Parce que les gens qui ne peuvent pas prendre des vacances et aller loin, simplement en ayant accès à ces parcs, ont une fin de vie qui est modifiée. Donc ce besoin vital de l'humain inclus dans cette nature, le retour qu'on évoquait tout à l'heure aussi avec Hélène, d'une certaine biodiversité en ville, arrêtons d'imaginer la ville comme un milieu sans biodiversité. Et je termine sur une petite histoire sur les moustiques, j'adore les petites histoires parce que c'est comme les plus claires. À Londres, il y a une quarantaine d'années, des moustiques, les Culex pipiens, ceux qui vous embêtent le soir dans votre lit, là, bzzz, qui vous piquent de temps en temps, il n'y a que les femelles qui piquent. Ils rentrent dans le métro. Bon. Et puis le métro, génial pour des moustiques. Il n'y a pas d'hirondelles pour les bouffer. Il fait chaud toute l'année. Et vous avez des mètres cubes de sang humain à pomper. Et on voit les moustiques se développer. Donc, à toutes les copines qui aiment bien mettre des mini-jupes, je leur dis faites attention dans le métro parce qu'elles s'assiedent sur le siège. On est allé faire des images. Ils sont tous collés sur le dessous du siège. Et ils vous piquent, vous le savez bien, mesdemoiselles ou messieurs qui sont en short, ils vous piquent sur les mollets et au niveau des chevilles. Donc ils sont là. Et en 30-40 ans de séparation vis-à-vis des collègues de l'extérieur, ils ont changé, ils ont muté. Et aujourd'hui, on a 2 espèces nouvelles de moustiques, celui de la ligne 10 et celui de la ligne 3 dans le métro londonien. Voilà. Mais Jean-François. Je ne sais pas si mon micro... Oui. C'est assez intéressant ce que tu dis, Gilles, puisqu'il y a un film qui est en train de se préparer dans lequel on va sûrement prendre part sur les animaux sauvages dans Paris. Parce qu'il y en a énormément. Et ça va être un vrai film nature, mais qui va se passer en ville. Et ça répond à la question également que vous me posiez tout à l'heure pour aller un petit peu plus loin que le Sri Lanka, mais là on sera à Paris. Donc ça sera très intéressant de voir ce que ça donne. Là une autre histoire sur les souris de Madère, j'y résiste pas. Madère est un volcan qui sort de l'océan, donc il n'y a rien dessus. Et alors, donc, ce qui est intéressant à Madère, c'est que chaque vallée de Madère est séparée par quelque chose de très escarpé qui empêche les petits micro-mammifères, les souris et les musaraignes, de passer d'une vallée à l'autre. Donc on fait de la génétique, mais non, on sait bien faire ça. On va typer moléculairement les souris de Madère. Ça marche bien, les gènes sont portugais. Jusque-là, ça va. On parle portugais à Madère, c'est normal qu'il y ait des souris portugaises à Madère. Jusqu'au jour où, il y a 5 ou 6 ans, un collègue, sur une vallée où on n'était pas encore allé, il revient, il me dit, écoute, j'ai des soucis, là, parce que les gènes, ils ne sont pas portugais, ils sont danois. Danois ?
on regarde, c'est génial en fait. Hein. Vous avez une vallée de Madère où les cerises sont danoises. On n'a aucune preuve archéologique de leur arrivée, mais forcément, vers l'an 1000, les Vikings sont passés à Madère. Alors, ce n'est pas du sperme de guerriers vikings, c'est du sperme de souris de dracars vikings qui ont débarqué à Madère et qui sont installés dans une vallée de Madère. Voilà. La relation entre l'humain et cette nature. Excellent. Humain, trop humain. À vous les questions. Je sais qu'un micro va circuler dans la salle. Il est là. Donc, oui, monsieur, présentez-vous et puis on va essayer de vous répondre. Bonjour à tous. Je crains toujours le Arsène Lupin du micro. Allez-y. Du coup, j'avais une question sur la nature, l'homme et l'énergie de l'atome. Et ma question, c'était un projet politique qui concerne du coup la fermeture de la fameuse centrale de Fessenheim. Et ma question, c'est de savoir si c'était une utopie, une audace utopique, j'allais dire, ou si c'était de la démagogie. Voilà. Question pour Gilles, peut-être ? De fermer Fessenheim ? De toute façon, c'est clair pour nous tous, il faudrait bien sortir du nucléaire un jour. Quand le fera-t-on ? Vous savez, la seule énergie de la nature, tout à l'heure j'en parlais, c'est la lumière, c'est le soleil, c'est la seule énergie, avec une parcimonie incroyable. Ce qu'on ne sait pas faire toujours aujourd'hui, c'est-à-dire une photosynthèse, comme le fait une feuille d'arbre. Une feuille d'arbre, elle sait faire une fabuleuse source d'énergie qui est l'hydrogène, toute seule, pendant la journée, tant qu'il fait jour, et pendant la nuit, elle la stocke. C'est là qu'est l'avenir, en fait, de l'énergie aujourd'hui. Et je disais à Mme Royal récemment, arrêtons dans la transition énergétique de ne pas mettre des biologistes et des microbiologistes. La nouvelle énergie de demain, ça va être le soleil et des organismes vivants, beaucoup plus que tout le reste. Donc pour revenir à votre question, il faudrait bien fermer un jour les centrales nucléaires. Le drame, c'est qu'on ne sait pas très bien le faire. Hein. Je reviens à la centrale de Brennilis, qui était la première faite en France au centre des Monts d'Arrée. Elle n'a jamais vraiment marché. Elle n'a pas produit beaucoup plus qu'un champ d'éoliennes et on ne sait toujours pas la démanteler. Il faut tenir les coups de tout ça dans le système. Donc, que ça ait pu, à un certain moment de l'histoire de l'existence d'un système politique, apporter quelque chose. Et je terminerai simplement en disant une chose, c'est que je pense qu'il faut qu'on sorte demain de la même énergie pour tous, au même endroit, en permanence. Demain, on ne chauffera pas Brest comme Biarritz, comme Boulogne, comme Nice ou Strasbourg, si vous voulez. Il faut tirer parti de chaque opportunité locale. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau énergétique, on parle de transition énergétique, de transition écologique, elles sont liées. Et je pense qu'on devrait beaucoup mieux faire de la bio-inspiration, par exemple pour la photosynthèse artificielle, que de se dire on va continuer à avoir une même énergie pour tous dans les mêmes conditions. Alors après, il y a tous les débats qui sont faits sur les gaz de schiste, sur les questions de pétrole. Le pétrole, on va continuer à en trouver. La question, c'est à quel coût ? Et je pense qu'une grande partie des problèmes qu'on a aujourd'hui sont liés justement à ces énergies fossiles, dont il faudra absolument, le plus vite possible, que l'on puisse sortir. Alors, je ne sais pas si c'était ça qui avait derrière votre question, mais enfin, quand même, le vrai sujet, c'est la conséquence de tout ça sur le climat. Et c'est les gaz à effet de serre qui sont envoyés par ces énergies. Donc, moi, plus qu'un mix énergétique, je pense que c'est cette prise en compte de la nécessité de lutter contre le dérèglement climatique et donc de faire baisser les gaz à effet de serre qui est capitale. Alors là, en termes d'impact de tout ça sur la biodiversité, enfin, il faut voir les ravages que ça commence à faire. L'incidence, c'est une raréfaction des ressources à un point dont on n'a pas encore pris la mesure aujourd'hui. Notamment sur l'eau, par exemple. L'eau, en 2030, c'est bien simple, c'est 47% de la population mondiale qui vit en situation de stress hydrique. Donc, il me semble que la nécessité est impérieuse de trouver d'autres sources d'énergie qui soient effectivement des énergies vertes. Et là, il y a tout un pan d'ailleurs qui n'est pas suffisamment exploité, qui est la valorisation énergétique des déchets et qui est donc l'économie circulaire dans laquelle peuvent s'inscrire ce type de métier. On commence à peine à utiliser cela. Et ça, moi, voilà, c'est vraiment pour moi les vrais sujets. Pascal. En tout cas, sur ces questions-là, monsieur, toutes ces grandes questions d'aménagement et d'énergie, ou même dans l'agriculture avec tous les débats autour des OGM, si on se pose la question maintenant à chaque fois en s'interrogeant sur l'impact concernant les biodiversités, de quoi que vous fassiez, parce que même une éolienne peut avoir un impact sur la biodiversité. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, cette notion-là, c'est-à-dire l'impact pour les générations futures, et de se dire, quoi que nous fassions, est-ce qu'on est capable
d'évaluer l'impact sur la biodiversité, en tout cas d'en tenir compte. Et ça, c'est une dimension qui a été rarement mise en place dans l'aménagement, parce que c'est peut-être pas qu'on a oublié, on pensait qu'on pouvait, voilà, Gilles l'a dit, pareil pour tout le monde. Et donc je crois que c'est ça qui va rentrer maintenant, je l'espère, dans les prises de décision pour tout ce qui concerne le monde d'aujourd'hui et de demain. C'est la nouvelle dimension, je crois, essentielle, qui va être certainement prépondérante pour notre adaptation de maintenant. À vous la parole. Une autre question. Je vous vois très mal avec la lumière, mais s'il y a des bras qui se lèvent là-haut. Oui, il y a un micro aussi. Je vous en prie, mademoiselle. Bonsoir à tous. Je me présente, je suis Charlotte, je suis étudiante en pharmacie. Et on a cette année un projet de synthèse chimique et on aimerait faire quelque chose de un peu respectueux de la nature, un projet un peu chimie verte. Du coup, j'aimerais savoir s'il y a éventuellement des référentiels, des règlements qu'on pourrait consulter pour essayer d'avoir des informations sur quels produits utiliser, quelles techniques, etc. Voilà. D'accord. Qui veut répondre? Madame Valade, peut-être? Non, alors là, écoutez, oui, plutôt Gilles. Non, mais c'est pas non, pas du tout. La patate chaude est passée chez Gilles. Là où il y a des référentiels qui existent, c'est pas dans les procédés que vous allez utiliser. Pour ça, je peux pas vous dire. En revanche, les lois Grenelle 2 ont proposé un schéma qui est assez intéressant et puissant d'ailleurs, qui est celui de éviter, réduire, compenser. C'est-à-dire, on évite. Grâce à à l'activité, on évite un impact de pollution sur la biodiversité. Lorsqu'on ne peut pas l'éviter, on fait en sorte de le réduire. Et lorsqu'on ne peut pas le réduire, on fait en sorte de le compenser. Et donc d'ailleurs, ce sujet de la compensation écologique est un sujet qui commence à être regardé de près par les entreprises, qui pose d'ailleurs tout un tas de questions, parce qu'il pose aussi la question de l'équivalence de la biodiversité dans ce qu'on choisit pour la compensation. Voilà. Donc ça c'est un sujet. Le deuxième sujet en termes de référentiel dont vous parlez, c'est tout ce qui va relever de l'article 225 de la loi Grenelle 2 et qui propose un chemin d'indicateurs à respecter dès lors que l'on se lance dans une aventure comme la vôtre, pour respecter à la fois la dimension environnementale de votre projet, mais peut-être aussi d'autres dimensions, et notamment des dimensions de façon d'être, c'est-à-dire de prise en compte de vos parties prenantes, des parties prenantes du sujet que vous allez traiter, sur le fond de cette idée à laquelle j'adhère beaucoup et qui m'est chère, et qui consiste à dire que nous n'avons pas, sur une question donnée, la vérité en tant qu'entreprise ou en tant que porteur de projet, et que dès lors, nous avons tout intérêt à confronter notre pensée sur le sujet avec celle des autres. Et là aussi, les choses commencent à être assez formalisées, et je trouve que c'est intéressant de l'intégrer très en amont lorsque vous vous lancez dans une aventure comme la vôtre. Merci beaucoup. Gilles, vous vouliez dire quelque chose? Simplement qu'il existe des normes. Allez voir les sites de chimie verte aujourd'hui. Il y a des gens en France qui font ça très très bien. Ce qu'il faut éviter, c'est les catastrophes qui se sont passées. Regardez l'état de la Martinique, de la Guadeloupe aujourd'hui avec la chlordécone, qui est inventée par une petite boîte aux États-Unis, qui n'est pas solvable du tout. Ce produit que l'on assure est rapidement toxique. Souvent, le problème, c'est que ce n'est pas le produit qu'on va utiliser qui est très... Il l'est, mais ces produits de dégradation le sont encore plus. Et ça, on ne le sait pas a priori. Comment ils rémanent dans les écosystèmes. Et la chlordécone a contaminé les sols de Martinique et Guadeloupe, les rivières, le littoral. Et récemment, on vient de trouver dans de la chair de grand thon rouge, donc une bête pélagique au large, de la chlordécone. Et j'ai vu des pêcheurs pleurer parce qu'ils ne peuvent plus pêcher et manger des langoustes. On en a pour quelques siècles. C'est ça qu'il faut absolument aujourd'hui mettre au banc des systèmes. Ça fait un bout de temps qu'on sait que ce produit est toxique. Donc il y avait des dérogations qui étaient utilisées pour des raisons strictement économiques. Et l'autre exemple, c'est sur les matières plastiques. Aujourd'hui, en ce moment, vous avez vu ces gens qui ont découvert ce qu'on appelle ces continents de plastique, qui ne sont pas des continents du tout, on ne peut pas débarquer dessus. Ce sont des fragmentations de particules de plastique qui font moins de 5 mm. Il y a 5 continents, entre guillemets, géants, 2 dans l'océan Pacifique, 2 dans l'océan Atlantique, 1 dans l'océan Indien, qui sont grands comme 2 à 6 fois la France. Malheureusement, c'est transparent, c'est pas vu par les satellites, c'est mangé par les baleines et par les poissons, parce qu'ils prennent pour du plancton. Mes collègues qui travaillent à la Scripps à La Royale me disaient, il y a dans 30% des contenus stomacaux des poissons du Pacifique, il y a du plastique aujourd'hui, on les mange et on ingère aussi ces plastiques. Et pour vous dire que souvent, les dramatiques catastrophes
qui détruisent une grande partie d'espèces ou d'individus sont souvent bénéfiques à quelques-uns. C'est comme ça en écologie. Hein. Par exemple, il y a un scarabée, il adore pondre dans un tronc fraîchement refroidi après incendie. Ça crame tout le reste, et lui, il adore que ça existe, puisqu'il pond que à ce moment-là. Et là, pour les cas des océans de plastique, on voit un petit insecte, c'est une punaise aquatique, un géris, qu'on connaissait dans l'océan, mais ultra rare, parce que dans l'océan, il n'y a pas de matière pour se reposer au large. Elle adore ces continents de plastique. Ça grouille cette bestiole, et on voit le crabe prédateur qui arrive en ce moment. C'est ça l'écologie. Donc vous voyez, mais pour répondre à votre question, je pense que pour tout processus de chimie, regardons à l'avance ce que ça va faire. Allez voir Claude Grison à Montpellier, qui a une très très belle équipe de chimie verte, dans la bioremédiation des terrains miniers après exploitation. Parfait. Une autre question? Je vois des mains qui se lèvent. Oui. Au 5e, 6e rang. Voilà. Allez-y. Bonjour, moi c'est une question de simple citoyenne. En parlant de nature et de biodiversité, je pense à l'alimentation, bien sûr. Est-ce que nous devons faire évoluer notre manière de manger, et notamment manger moins de viande, et qu'est-ce que ça peut changer dans notre rapport aux animaux de manière générale? Alors Gilles et Pascal veulent répondre. Manger moins de viande, oui. Sachez qu'un steak de vache dans votre assiette, pour faire 1 kg de viande dans votre assiette, il faut 15 000 litres d'eau. Tout à l'heure, on disait, en fait, l'eau va finir par nous poser des problèmes. Quand Hélène parlait de l'eau pour les humains, on oublie une chose, c'est que l'humain consomme aujourd'hui, lui tout seul, et ses animaux domestiques, plus de la moitié de l'eau disponible sur la Terre. Hein. Pour les 2 millions d'espèces qui restent, il n'y a plus. C'est pour montrer que c'est très important. Il y a l'eau, et puis il y a la question aussi, bien sûr, de la surface agricole que vous allez utiliser pour faire des vaches, qui sont bien sûr très impactantes sur les systèmes. On ferait beaucoup plus de plantes sur la même parcelle. Et en plus, il y a plein de gens sur la Terre qui font des vaches et qui ne les mangent pas. En Inde, à Madagascar, c'est un symbole de puissance. On a des femmes et des vaches, c'est comme ça. Hein. Donc c'est vrai que là-dessus, il faut changer nos comportements, arrêter de faire le tour du monde aujourd'hui avec ces aliments, c'est inconcevable. Vous avez aujourd'hui des œufs de saumon norvégiens qui sont envoyés au Chili, qui sont grandis au Chili, filetés là-bas et mangés par les Japonais. C'est pas sustainable, ça. Donc, oui, bien sûr, dans nos pratiques alimentaires, il faut manger. Je ne prêche pas de devenir végétarien ou végétalien, on peut en manger un petit peu, mais n'empêche qu'il faut réduire notre consommation de poissons et de viande, diversifier notre alimentation. Et c'est vrai que l'alimentation de proximité, bien menée, est beaucoup plus traçable que ce qu'on pourrait faire autrement. C'est des choses de bon sens qu'on peut faire en permanence. Des gens savent produire en permaculture, par exemple. On ne fera pas tout en bio. Hein. On ira vers une agronomie écologiquement intensive, parce qu'on est 7 milliards, demain on sera 9, mais dans des conditions de respect de ce système. Alors après, par idéologie, on peut dire je ne mange plus de viande du tout, mais en tout cas, il faut réduire les consommations, ça c'est absolument certain. Je ne sais pas comment on fera autrement. Hein. Mm-hmm. Oui, on a un effet quand même très récent dans notre histoire, madame. Vous êtes tout, pardon. Merci. Compte tenu de mon âge, moi j'ai connu évidemment toute cette évolution de la société française après la Seconde Guerre mondiale. Et il est vrai que consommer de la viande a été conçu comme une conquête sociale. Conquête sociale. Et donc, moi, je me souviens, au fil des années, parce que j'en avais pas conscience, mais les souvenirs me reviennent face à ces questions, petit à petit, la viande est devenue complètement au centre de toute notre cuisine, et les légumes ont été de plus en plus oubliés, etc. À tel point qu'aujourd'hui, ça me scandalise, vous allez dans les supermarchés, au moment du printemps ou de l'été, où on propose des barquettes avec des morceaux de viande à plus que savoir qu'en faire, alors que c'est pas bon pour votre santé, et les agriculteurs et les éleveurs eux-mêmes n'arrivent pas, on l'entend constamment, à s'en sortir. Donc nous sommes arrivés dans un modèle complètement absurde qui, d'une part, a un coût écologique absolument ahurissant. Gilles l'a rappelé, je le rappelle dans mon livre de Darwin à Lévi-Strauss, les coûts sont absolument hallucinants. C'est un coût pour notre santé. Et économiquement, personne quasiment ne s'en sort. Donc il va falloir qu'on sorte de cette absurdité. Donc vous avez raison, c'est un vrai problème de citoyenneté. Alors on a entendu M. Franz-Olivier Gisberg, que j'aime bien par ailleurs, mais il vient de sortir un livre, mais il dit bien qu'il n'est pas contre manger de la viande, mais il sortait le fait que, vous savez, c'est toujours de dire, ah oui, mais revenons à notre nature, l'homme a un système digestif de frugivore. Non, comme les babouins, comme certains macaques, comme les chimpanzés, nous sommes des frugivores omnivores, et nous consommons des protéines animales, qui peuvent être des insectes ou d'autres animaux. La question, c'est pas manger viande ou pas viande, la vraie question, c'est comment manger de la viande en étant écologiquement responsable. Et du coup, ce n'est pas du tout de faire du moralisme ou Gilles l'a dit, il suffit de faire un petit peu attention.
tout simplement. Mais on voit bien que nous sommes le fruit d'une histoire sociale récente. Vos parents, certainement madame comme les miens, me disaient, nous on mangeait un lapin ou un poulet par semaine et la viande rouge était très rare. Le bœuf tel que nous le mangeons, c'est une invention extrêmement récente dans l'histoire de l'agriculture et dans nos habitudes. Et nos éleveurs ne s'en sortent pas. Donc je crois qu'effectivement, c'est une question, vous avez raison madame, de citoyenneté à laquelle nous participons ici, nous tous, en termes de prise de conscience. Ça, je crois que c'est fait, mais de compréhension. Ça renvoie aussi à la question de quelle agriculture voulons-nous bon. Et là aussi, il y a un certain nombre de changements dont on peut prendre la mesure et que l'on peut saluer. L'agriculture qui était très consommatrice d'eau et qui était très consommatrice aussi de pesticides, donc très pollueuse. Hein, les nappes phréatiques, les pesticides et les nitrates qu'elles ont subis, elles ne sont pas prêtes de s'en remettre tout de suite. Bon. Là aussi, c'est une atteinte à la nature et à la biodiversité qu'il faut tout de même souligner. Bon. Et en même temps, voilà une profession qui, là aussi, a pris toute la mesure de cela et qui est en train, en tout cas, il me semble, d'être dans une trajectoire de transformation absolument extraordinaire, que ce soit en adoptant justement des plantes qui sont moins consommatrices d'eau, tout un tas de systèmes qu'on ne peut pas décrire ici, mais qui, évidemment, conduit à une utilisation beaucoup moindre des pesticides. Voilà une prise de conscience qui n'est pas simple au sein d'un milieu dont on sait bien qu'il a tout un tas de préoccupations économiques et qui pour autant est en train de se transformer. Je ne pense pas simplement d'ailleurs à l'agriculture bio, hein, je pense à une attitude un peu globale de cette profession. Voilà quelque chose aussi qui mérite d'être souligné. Une question, oui, devant monsieur, si vous pouvez lui approcher un micro, mais plein de mains se lèvent, ce qui est bien. Ah, d'accord, ok, très bien. Si vous avez le micro, gardez-le. C'est moi? Oui, c'est vous, okay. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Jeanne, étudiante de l'ESCP Europe. J'ai deux questions, si vous me permettez. La première question, donc, quand on parle de la nature et de l'homme, on parle de la planète entière, donc on ne peut pas détourner le sujet de la coopération internationale. Alors qu'aujourd'hui, à travers l'actualité, j'ai l'impression que les négociations entre les pays, que ce soit entre les pays développés ou entre les pays développés et en voie de développement, s'avèrent toujours très difficiles et on n'atteint toujours pas l'objectif promis avant les conférences ou le summit. Donc, ma question est, est-ce que vous pensez que l'audace pourrait jouer un rôle dans toutes ces négociations, ces coopérations internationales, ou qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer justement cette situation? Et la deuxième question, c'est que j'ai regardé un film qui s'appelle Chasseurs des fruits. Donc, il s'agit d'un groupe de personnes qui cherchent les différents fruits qu'on n'a jamais trouvés dans les supermarchés, donc dans le monde entier. Et le film a raconté un passage d'histoire sur les bananes dans un pays africain. Et avant, peut-être il y a quelques années, il existait peut-être une centaine de bananes de toutes sortes, toutes couleurs, alors qu'aujourd'hui, il existait peut-être une dizaine. Donc, je caricature un peu, mais c'est que l'entreprise agricole choisit uniquement les bananes qui grandissent très rapidement, qui ont une forme uniforme, qui sont très belles et après vendues dans le supermarché. Donc, cette histoire m'a beaucoup frappée parce que moi, en tant que consommatrice, je ne fais jamais attention quand j'achète des bananes dans les supermarchés. Donc, je ne savais pas que mon comportement a impacté l'environnement, la biodiversité. Donc, ma question, c'est que, en tant que consommatrice commune, donc normale, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement améliorer le comportement des entreprises qui sont des fois en dehors de notre champ de connaissances? D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau individuel? Gilles. Gilles d'abord. Pour revenir à vos bananes, c'est vrai pour tout le reste. Un exemple, en 2007, en Inde, démarre une très grave épidémie sur le riz. C'est un virus, le virus du nanisme du riz. Ça entraîne des famines terribles. Eh bien, on devra tester 6237 variétés de riz pour en trouver une perdue dans la vallée de l'Himalaya qui résiste au virus.
Et aujourd'hui, ça fait 100 000 km² de rizières en Asie. Donc pour bien dire qu'au niveau agricole, pour nos plantes d'intérêt agronomique, c'est vital de garder un maximum de diversité génétique. Alors pour revenir à vos bananes, si on en garde justement une toute petite variété avec très peu de variations génétiques, le jour où on aura un problème dessus, on ne saura pas réagir. Donc il y a un fort combat mené aujourd'hui pour, au sein de la diversité générale des espèces d'intérêt agronomique, garder des conservatoires. Ça se fait. Hein. À Lima, au Pérou, il y a un conservatoire des pommes de terre, on a 5 espèces, 5000 variétés. Pour le jour où on aura un problème de pathologie, on puisse avoir la réponse. C'est à ça que sert la biodiversité. Quelque part, vous avez la réponse. Vous savez, si la Terre ne changeait pas, limite, ça ne serait pas très important, la biodiversité. Elle change en permanence. Et surtout, en ce moment, l'humain crée des conditions de changement comme jamais. Donc, ça accélère le processus, ça nous oblige à avoir encore plus de variabilité pour qu'on puisse répondre à l'agression et trouver ce qu'il faut pour que ça fonctionne. La question avant, c'était sur les... Et la première question Ah oui. Coopération internationale, oui. Ça, c'est une question qu'on a depuis le début. On l'a vu quand on a créé la CDB à Rio en 92. Il y a eu une très forte résistance des pays en voie de développement vis-à-vis des pays développés. On oublie deux choses. Ce que je trouve légitime, l'envie de ces gens-là de se développer. On ne peut pas dire parce que nous, maintenant, on est développés, vous ne vous développez pas. Je reviens de Chine, j'étais à Hong Kong il y a 3 jours. Là. Il sort aujourd'hui en Chine une tour aussi grande que Montparnasse ou Jussieu par jour. Il y a des grues partout, donc le pays se développe. Le cas au Brésil et partout. Donc c'est vrai qu'ils ont un désir légitime de développement. De toute façon, qu'on le veuille ou pas, ils vont le faire. De toute façon, il faut être très pragmatique dans ces questions-là. Ensuite, dans les discussions que l'on peut avoir avec eux, c'est imaginer a priori, en discutant avec des pays en voie de développement, d'essayer de leur faire éviter les bêtises qu'on a déjà faites. Et ça, c'est pas forcément gagné à tous les coups. Donc dans ce contexte général de développement général, avec un droit légitime de ces gens-là de se développer, comment on gère la ressource globale finie de la planète ? Et moi, ce qui m'irrite bien souvent, avec des discussions avec les économistes, c'est qu'on me dit il nous faut absolument faire de la croissance pour créer de l'emploi. Sans croissance, il n'y a pas d'emploi. Le problème, c'est que quel type de croissance ? Elle ne peut pas être infinie dans un monde fini comme est le nôtre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait au XVIe, XVIIe siècle, lorsque on avait de grandes épidémies en Europe avec les pestes noires, on avait des graves problèmes économiques, un coût moral et éthique monstrueux, on allait mettre en esclavage l'Amérique du Sud, l'Asie et l'Afrique. Eh bien, on ne peut plus faire ça aujourd'hui. Hein, on n'a qu'une planète. Donc, il faut absolument... Alors, le problème, pour revenir à votre question, c'est qu'est-ce qu'une démocratie peut faire sur ces effets particuliers, hein? C'est Alain Juppé qui me posait la question il n'y a pas longtemps. C'est une vraie question. Parce qu'on est tous d'accord pour dire ça ne va pas. On doit changer. Vous parlez d'audace. Audace, pour moi, c'est innovation. Donc, il faut innover avec de l'audace. Oui, il nous faut absolument de l'audace. Mais pour ça, il faut un courage politique. Et surtout, ne pas s'arrêter à l'échéance électorale de la prochaine qui va venir en 3 ou 4 ans. Ça ne marche pas. On parle de questions là, qui intéressent toute la planète sur de très longues périodes. On n'est pas sur 5 km² pendant 5 ans. Ça veut dire qu'il faut prendre des mesures difficiles, courageuses et impopulaires. Donc la vraie question, c'est comment une démocratie est-elle capable de prendre ça en charge ? Il est clair que ce n'est pas l'obsession de la réélection qui va arranger les choses. D'autres questions ? Oui, monsieur, ici... Beaucoup de questions, c'est bien. J'espère qu'on va pouvoir en prendre un maximum. Bonjour, Jean-François Thibault. J'ai une voiture électrique, hybride. Je mange locavore, je mange bio. Et pourtant, comme plus de 95% des Français, je ne vote pas écolo. Parce que quand j'entends leur discours, ça me refroidit complètement. Alors pourquoi ? La politique ne vous intéresse pas ou ils ne vous écoutent pas ? Alors que quand je lis vos livres et que je vous entends, j'irai voter pour des programmes comme ça à toute vitesse et avec les deux mains. Alors, d'où vient ce fossé qu'il y a entre ce discours qu'on entend de votre part, qu'on lit dans vos livres, et qui nous paraissent et qui enthousiasment tout le monde, et les programmes des partis dits écologistes ? Alors, Gilles Boeuf. Juste très vite, arrêtons de penser que l'écologie est un parti politique. L'écologie, c'est du bon sens, de droite et de gauche, du milieu, comme vous voulez, jaune, rouge, à point bleu. C'est pas un parti politique. Et moi, je suis comme vous. Hein. Aujourd'hui, quand j'entends les discours, on n'est pas d'accord. La France a dû inventer un mot. Nous sommes écologues. C'est le seul pays au monde où c'est comme ça. Hein. Et ça pose quand même beaucoup de soucis. Une ministre m'a dit encore récemment, l'écologie n'est pas une science. Mais madame, c'est la plus belle. C'est la science des relations entre les êtres vivants entre eux et leur environnement. Parce qu'on confond écologie et écologisme.
Pascal. Oui, c'est vrai que le vrai problème, c'est que nos écologistes, la plupart du temps, et d'ailleurs c'est même un peu le cas au niveau européen et même en Allemagne, c'est plutôt une force politique qui se définit par rapport à d'autres partis politiques avec des préoccupations écologiques, mais sans qu'ils connaissent l'écologie. Donc c'est ça qui est le vrai problème. Il y a un décalage par rapport à ça. Voilà. Donc, et déjà, alors vous imaginez, Gilles l'a dit, l'écologie, c'est décrire l'état des relations et de collaboration dans les entités de la nature, qu'on voit déjà ce qui se passe chez les vers. Donc on a, ce qui est important, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, d'une manière générale, et ça va répondre un petit peu à la question de Madame tout à l'heure sur justement que faut-il faire. On est en train d'assister maintenant à des changements absolument considérables qui vont impacter, mais vraiment, c'est même pas dans les 10 ans, dans les 5 ans, on y est déjà, le monde économique dans lequel on est. Tous les modèles que nous connaissons vont être complètement bouleversés. Parce qu'il y a quelque chose que font surtout les jeunes, c'est de mettre en commun ce qu'on appelle l'économie de partage. Aujourd'hui, l'économie dite de partage devient des enjeux considérables sur le partage des voitures, des biens, des savoir-faire, des compétences, voilà. Et donc, moi-même, j'apprends très vite avec mes enfants, parce que j'ai intérêt, sinon ils me traitent de paléontologue, vous voyez, donc c'est quand même compliqué quand on est père avec des enfants et qu'on est paléontologue, mais très clairement, laissons tomber les clichés, et c'est ça qui va se passer, c'est qu'effectivement, c'est à nous de le réapproprier. Gilles l'a dit, le modèle politique de représentation démocratique et les enjeux sur lesquels on est aujourd'hui ne répond pas aux enjeux auxquels nous sommes confrontés. Et donc, des réunions comme ici, la Cité de la Réussite et l'Audace, l'Audace, effectivement, on a maintenant la possibilité, ça se fait déjà, d'établir des relations, de circuits, d'échanges, de savoir-faire, et on retourne dans l'anthropologie. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 50 ans, le modèle des 30 Glorieuses, c'était quoi? C'était de nous désapproprier des sources de production, des sources de responsabilité. Il suffisait de tourner le bouton, de mettre de l'essence. On a été complètement désapproprié, en fait, des liens avec ce qui est la production et la consommation, avec des modèles complètement uniques. Aujourd'hui, déjà, se mettent en place, notamment chez les plus jeunes, ces relations. Donc, on partage des compétences pour faire un jardin, pour partager des... Moi, je peux garder tes gosses, moi, je peux réparer ta bagnole, etc. Alors là, l'État a des soucis à se faire, je peux vous dire, parce que où il va mettre les taxations. Donc, mais attendez, c'est pas Pascal Pic qui le dit, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu des articles récemment dans les Échos, notamment de M. Jeremy Rifkin, que j'apprécie beaucoup à bien des égards, et M. Stiglitz aussi. Et donc, en fait, le problème que l'on a, madame, ce n'est pas de continuer plus. Aujourd'hui, même la croissance n'est pas corrélée à l'emploi. L'échec de M. Obama, il y a 2 jours, est lié au fait que l'économie va bien aux États-Unis, mais la croissance aujourd'hui, alors qu'il n'y a jamais autant de gains de productivité, ne crée plus les mêmes emplois. Un jour, j'ai fait le coup devant des chefs d'entreprise, je leur ai demandé 1 minute de silence, ils ont tenu 30 secondes. Et il me dit pourquoi? J'ai dit on va prier pour que Dieu progresse et sainte croissance revienne. Le modèle sur lequel on a assuré une évolution de notre niveau de vie avec les dégâts que l'on connaît depuis 60 ans, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Donc forcément, il y a plus que des dégâts collatéraux. Et derrière cela, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce modèle ne peut plus continuer. Le problème, c'est plus croissance ou décroissance. Et aujourd'hui, on le sait très bien, c'est à nous de l'accaparer, puisqu'effectivement, on en discute depuis longtemps, ce n'est plus le PIB, mais ce sont d'autres indices. Les éléments sont là, mesdames et messieurs, le constat est fait, et je crois qu'aujourd'hui, j'aimerais pas être un politique, parce que la plupart de ces hommes et de ces femmes sont des gens engagés, sont des gens qui font un travail difficile, soyons très clairs, c'est facile de les critiquer, mais je crois qu'aucun d'entre eux, à gauche comme à droite, ne possède le logiciel du monde dans lequel on est en train de changer. Et je terminerai par une rubrique que j'ai entendue hier sur France Inter, que je trouvais très intéressante, à propos justement de la situation de M. Obama et la situation de M. Hollande. Alors, les conditions économiques ne sont pas du tout les mêmes. Et cette journaliste a dit ceci, qui me semblait passionnant. Elle dit, pour la première fois peut-être dans l'histoire de nos sociétés, nous avons affaire à des hommes et des femmes politiques qui n'ont jamais été marqués par l'histoire. À réfléchir. En France, oui, non, mais dans le milieu occidental, je ne parle pas des autres pays, bien sûr. Non, mais je veux dire, c'est intéressant. On a affaire, en fait, comme j'aime à le dire, il faut comprendre que les personnes aujourd'hui qui nous gouvernent, ou qui ont des postes de responsabilité autour de la soixantaine, pour être clair, ce sont des personnes qui n'ont connu ni crise,
ni catastrophe écologique, ni épidémie majeure, ni catastrophe naturelle. En fait, nous avons affaire à la première, dans la mienne d'ailleurs, qui n'a jamais connu de crise. Donc évidemment, à l'expliquer que, non pas que la fête est finie, mais ça ne peut pas continuer. Donc on a vraiment un problème de représentation et de modèle, très clairement, mais aujourd'hui les constats sont faits, vous êtes là, ça le montre bien, et l'audace, ça va être effectivement de se dire, réapproprions-nous ces questions, et nous avons déjà des éléments de réponse, et nous avons aujourd'hui des moyens de le faire, puisque ça se fait déjà autour de nous. Le tout, c'est de pas, c'est comme on dit dans l'évolution, c'est la différence invention-innovation. Hein. C'est comme la génétique, une mutation et sa sélection. Hein. Eh bien, en fait, les éléments sont là. À nous, effectivement, de les sélectionner et de construire, de nous réapproprier certaines formes de démocratie, pas à tous les niveaux. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui déjà en économie, et c'est à nous de le faire à travers cela. Et voilà, moi je suis optimiste. Hein. Et vous êtes optimiste. Monsieur, ça sera la dernière question de ce soir. Oui, justement, c'était justement sur ce point-là que je voulais vous interroger. Donc toute cette relation homme-nature est quand même assez dramatique. Donc ce qu'on raconte depuis 1h30 est quand même assez... comment dirais-je, assez inquiétant. Et encore, on n'a pas évoqué tout un tas de sujets. On n'a pas parlé des abeilles, on n'a pas parlé de Monsanto, on n'a pas parlé de tout ça. Est-ce que, sachant que vous connaissez l'homme, notamment M. Pic, vous, depuis des dizaines de milliers d'années, des centaines de milliers d'années, est-ce que justement, vous avez quelques mots, je ne sais pas lequel va répondre, qui peut nous rendre, nous, ici, optimistes ? Ça fera une bonne conclusion, en tout cas. Eh ben, écoutez, je crois que la plus belle expression, c'est celle de Charles Darwin, qui ne parlait pas d'évolution, mais qui parlait de descendance avec modification. Et je trouve ça superbe, parce que ça veut dire que ce que nous faisons aujourd'hui conditionne le jeu des possibles pour les générations futures. Et je vous l'ai dit, on en a les moyens, on en a tout à fait les possibilités. Simplement, voilà, dans ce livre de Darwin et Lévi-Strauss, pardon de le citer, il y a une chose quand même qui m'a frappé. Alors pour les périodes récentes, on le sait, on en a parlé aujourd'hui. Mais l'homme, en fait, le genre Homo, depuis qu'il apparaît en Afrique il y a à peu près 2 millions d'années, l'homme est une espèce quand même assez particulière. L'expression vaut ce qu'elle vaut, mais j'appelle ça une sorte de puissance écologique qui est tout à fait étonnante. L'homme est la seule espèce, en tout cas de sa taille, qui a été capable de s'adapter dans tous les écosystèmes grâce à sa culture. Donc depuis le début, l'homme a toujours eu un impact considérable sur ses environnements. Sauf qu'aujourd'hui, depuis que je suis né, cher monsieur, la population mondiale a été multipliée par 3, et je ne suis pas seul responsable, mais bon, d'accord. Et notre empreinte écologique moyenne était multipliée par 100. Là, évidemment, entre un Bushman et un Qatari, c'est pas la même. Donc voilà, tout simplement, c'est pas une démonstration. Donc ça veut dire que, mais est-ce que globalement, maintenant, est-ce qu'on est plus heureux parce qu'on consomme plus d'énergie, une plus grosse voiture, etc. Voilà, on a un modèle qui a bien fonctionné, qui a des dégâts dans la nature, comme le dit un autre collègue qu'on aime beaucoup, Gilles et moi, qui s'appelle Guillaume Lecointre. L'évolution, c'est toujours des compromis. C'est toujours des compromis. Et là où nous sommes allés trop loin, il faut que nous inventions notre compromis. Et ce compromis, ce n'est pas toujours plus, c'est faire mieux. Voilà. Et je crois qu'on est capable de le faire. Et ça commence certainement aujourd'hui. L'audace commence aujourd'hui. L'audace commence aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci pour vos applaudissements. Je crois qu'ils sont mérités. Juste avant qu'on se quitte, je vous redis le titre du livre de Gilles Boeuf, La biodiversité de l'océan à la cité, aux éditions Collège de France Fayard. Tout petit livre, mais bien fait, absolument à lire. Et puis, Pascal Pic en a déjà parlé, de Darwin à Lévi-Strauss, c'est chez Odile Jacob, qui édite toujours de très très bons livres, mais celui-là particulièrement, c'est un de tes meilleurs. Et puis, de Jean-François Camilleri, Le marketing du cinéma, c'est plus pointu, mais c'était très intéressant aussi. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et vive la cité. It started when she was a lonely kid, 4, 5, 6 when she noticed it. That look of surprise up in the mama's eyes, just a smile right out as that fire hit. And the way that it fed all the tiredness, right after it started all the wideness. And the crazy shit that jumped off the issues that jumped up when Jolene lighted it. And the way she always was hiding it, to herself and others denying it. Even after the doctors, they told her to stop cause it was robbing her soul and she died it. But she cursed them all in their holiness, called them frauds, practicing loneliness. So she lay in the bed, smoke filling her head, curled up with a little ball of loneliness. Even
even tried to pick something new to get, something that's a little less obstructive-ish. But when she felt the seed of that need of mine, it got greedy, she gave in and nourished it. Told herself that she loved all the flourishes, and the people around her encouraged it. So what the heck, another one to the neck and got more depressed, losing control of it.